Le leadership a 3 niveaux. Il y a le leadership que vous avez parce qu'on vous a nommé. Il y a une décision, une note de service ou même un décret présidentiel qui fait de vous le patron. La troupe obéit parce qu'elle doit obéir. Elle est tenue d'obéir. C'est l'ABC du leadership. Il n'y a aucun mérite à être ce leader-là. En tout cas, c'est le tout premier pas. Il est utile, il est bon, il n'a rien de répréhensible. Mais croyez-moi, chers amis, ce n'est pas le titre qui honore l'homme, c'est l'homme qui honore le titre. On m'appelle Marietta Tossa, épouse Akpo. Je suis de la FESECAM Bénin. Je voudrais demander à M. Zossou s'il peut nous expliquer un peu plus comment faire pour ne pas poser la vision sur l'état des lieux. Je m'appelle Isabelle Ochon, donc je suis à la Banque Atlantique. Donc je suis en charge des produits de transfert et des produits digitaux. Est-ce qu'il y a des astuces pour deviner exactement avec assurance ce que l'autre veut afin de pouvoir lui apporter le nécessaire? Merci beaucoup, madame. L'état des lieux est la vision. La vision est l'ennemi de l'état des lieux. Et l'état des lieux est l'ennemi juré de la vision. Vous êtes là? L'état des lieux, c'est comme les choses sont. La vision, c'est une naissance de choses immatérielles dans la tête d'un fou. Le fou d'un temps. La première personne qui a songé à une césarienne a été condamnée violemment par les gens les plus intelligents, les médecins, les physiologistes de son temps. La personne qui a dit en premier que la Terre tourne autour du Soleil, on lui a fait quelques bobos. Quand les gens ont envisagé pour la première fois l'aéronef, l'avion, les savants du moment, pas les paysans, les savants du moment ont dit que le sang allait circuler dans le sens inverse et que les gens seraient morts le fait de faire ça. Il n'y a pas une seule nouvelle idée qui n'a pas été attaquée violemment par les gens les plus intelligents du moment. On les appelle les gardiens du temple. Ils sont chargés de faire en sorte que la chose qui est soit. Ils sont chargés de la maintenance. Moi, je suis convaincu que l'état des lieux est un danger. C'est ce qu'on appelle la zone de confort des groupes. Et le vrai athéisme n'est pas de ne pas croire en l'existence de Dieu. C'est de ne pas croire en l'idée que demain sera meilleur. C'est ça que moi je trouve dangereux. Mais comprenez que les gens qui sont dans un état pendant longtemps considèrent cet état comme l'état. Les nôtres disent que quand on attache un poulet longtemps et qu'on le détache, il ne sait pas se lever en même temps pour marcher, il a perdu le réflexe. On ne sait pas jouir d'une liberté qu'on n'a pas eue habituellement et on ne sait pas défier avec son esprit ce que l'on voit des yeux. En fait, la société vous invite à vous conformer, c'est-à-dire pour qu'elle vous héberge en son sein, la société humaine, il faut payer le loyer du conformisme. Mais comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui a été objet de progrès notables a été contesté, non pas par la plèbe du temps, mais par les gens les plus brillants du temps. J'ai l'habitude de dire autour de moi, dans mes petits cercles, que quand il y a 25 ans, nous on était au gouvernement, si quelqu'un faisait la maquette du marché moderne de Gangui, là, et nous l'apportait en conseil des ministres, et nous disait, écoutez, monsieur le ministre, nous allons faire ça à Ganguito, on va lui dire de s'asseoir, de s'asseoir. On vient, ne bougez pas, on vient. On serait parti, on serait revenu avec 2 psychiatres pour l'examiner. Si les choses sont dans notre tête,
Il s'agit de prouver que les choses sont possibles. Et vraiment, les choses sont possibles. J'aurais dit, quasiment au lendemain de mon arrivée là, que nous allions faire un certain chiffre. Mais le chiffre que j'avançais était des multiples de ce qu'on faisait. Pas des augmentations de 10%, de 20%, de 50%. C'est-à-dire, j'ai dit ça, je l'ai dit de la bouche. Quelqu'un m'a dit que son voisin, il a dit, en langue fond, je traduirai, mais la fois qu'à tout nous de dehors. La vision est soupçonnée d'insanité. La vision est soupçonnée d'insanité. Mais le visionnaire doit ignorer ces insanités et avancer dans sa folie. Dites n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi dans cette salle. La chose la plus étrange, je propose une chose. On est peut-être une centaine de personnes. Il y aura les enthousiastes. Sur 100, peut-être 10 personnes qui vont dire, oui, on va faire avec vous, oh là là. Il y aura une bonne cinquantaine. OK. Bon, et puis il y aura les réfractaires. Ceux qui, comme le personnage de madame, sont là pour ne pas croire. Vous laissez les réfractaires, vous laissez les hésitants, les mi-figues mi-raisins, vous rejoignez les enthousiastes et en leur compagnie, vous allez à l'attaque, non pas des réfractaires, mais des mi-figues mi-raisins, des hésitants. Je propose quelque chose de plus grand que ce que nous sommes ici. Le groupe va se diviser probablement en 3. Il y a les excités comme le visionnaire qui vont adhérer immédiatement. Il pourrait être une dizaine. Une bonne cinquantaine, ils n'ont pas de position encore. Ils attendent du côté où ça va basculer. Et puis il y aura peut-être les réfractaires. N'allez pas vers les réfractaires seuls. Et ne commencez pas par les réfractaires. Prenez les enthousiastes et allez parler plutôt aux hésitants. Et sur les 50 qu'ils ont, recruté 25. Quand vous serez 25 plus 10, vous pouvez éventuellement voir comment vous gérez les réfractaires. Si ça ne marche pas, vous priez Dieu qu'il parte. La vision, c'est un rejet de l'état des lieux. J'ai dit tout à l'heure que les gens puissants, les hommes d'État, ils disent qu'il y a un problème. Et qu'en plus, c'est eux qui peuvent régler le problème. Et puis ils avancent. Ils avancent avec quelques demi-fous. Ils sont peut-être fous complets, eux. Et on va à l'assaut de ceux qui voient de quel côté ça va tomber. Un peu plus nombreux. On s'attaque éventuellement aux réfractaires. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, personne ne doute ici de ce que le progrès est possible, n'est-ce pas? Il semble que tout le monde le sait, que nous le savons. Mais il faut en payer le prix. Quand on en paye le prix, on a le retour. Comment je fais pour savoir ce que veut l'autre? Déjà, il veut gagner de l'argent. On a ça en commun entre gens d'affaires. Il veut dépenser le moins possible et avoir le plus possible. Soupçonnez-le de ça. Et concevez que ce n'est pas un tort. Si vous pensez que c'est un tort, examinez-vous, vous verrez que vous êtes vous-même pareil. Les gens ne viennent pas pour vous. Les gens viennent pour eux-mêmes. Je vais raconter une histoire. Moi, ma formation ne me permet pas de savoir qu'on pourrait, puisqu'il y a des banquiers ici, disons, en percevoir des intérêts sur un compte courant. Donc, j'avais affaire avec des personnes d'une banque, des dames en plus, qui étaient très gentilles avec moi, on rigolait beaucoup. Et on avait des comptes courants dans leur institution qui n'étaient pas rémunérés. À la faveur d'un recrutement, mon collaborateur me dit, mais on peut faire rémunérer ces comptes-là vu qu'il y a un matelas qui est constant là.
vous m'autorisez à en parler avec la banque? J'ai dit oui. Il est allé, il a obtenu le résultat et les comptes courants là sont rémunérés de 2 à 3%. Je ne sais plus très bien. Maintenant, je revois les dames. Qui étaient mes amies, mais qui travaillaient pour leur banque. J'ai dit, mais mes sœurs, pourquoi vous ne m'avez jamais dit que les comptes courants pouvaient être rémunérés? Elles m'ont répondu en riant, ce n'est pas à nous de vous réveiller. Moi, je suis un homme, n'est-ce pas? Si moi je fais ça, à quoi je vais ressembler? Si je fais ça. Mais vous faites ça. En fait, quand vous faites ça, vous savez ce que ça veut dire? Ah ben je vais tomber là, mais soutiens-moi. Oui, c'est des choses comme ça. Moi, c'est Anne Curie Batossi, chargée de compte à UBA. Je voudrais demander, est-ce qu'il y a une différence entre le leadership féminin et le leadership masculin? Durant mon parcours, j'ai rencontré des responsables hommes. Je sais comment ça s'est passé. L'homme est perçu comme quelqu'un qui est plus directif. J'ai rencontré également des responsables femmes qui sont plus émotives. Du coup, ma préoccupation est de savoir quelle différence peut-on faire entre les deux leaderships. Est-ce qu'il y en a réellement? Et comment affiner? Comment une femme peut affiner son leadership pour mieux se caractériser? Merci. Moi, je suis Hugues Degla, directeur des ressources humaines à Africa Boost. Quand on parle de leadership, on fait forcément référence au management. Et avec tout ce que nous avons lu sur les styles de management, est-ce que vous pouvez partager avec nous le meilleur style de management aujourd'hui à appliquer en entreprise, surtout pour une entreprise commerciale? Mon nom c'est Céline Zanou. Je suis responsable d'un centre de formation. Ma question, c'est par rapport à la manipulation et amener son vis-à-vis à baisser la garde intellectuelle. Comment ça se fait? Parce que manipuler, c'est amener la personne à faire ce que l'on veut à l'instant et faire baisser la garde et maintenant se déployer pour avoir ce qu'on veut. La nuance, comment on peut y arriver? C'est ma question. Merci. Moi, c'est Huguette Patoupa, épouse Nyansounou. Je suis à la BOA, tout simplement. J'ai quelques préoccupations qui ont été prises en compte. J'en ai quand même encore deux. La première, c'est de savoir, est-ce que tout le monde peut être un manager? D'où faut-il avoir des prédispositions pour être un manager ou faut-il se faire obligatoirement former? Et une deuxième question, c'est par rapport à la question d'un des prédécesseurs qui demandait, à force d'être trop humble, est-ce qu'on finira par voir que vous êtes bête en tant que leader? Donc, j'aimerais bien qu'on nous explique un peu ce côté d'humilité en tant que leader. Merci. Merci beaucoup. Tout le monde peut être manager, mais tout le monde ne peut pas être leader. Le manager fait de la maintenance. Il entretient l'état des lieux sur la base des procédures, de l'atteinte des résultats classiques. Le leader, comme l'avons dit, est un visionnaire. Il décrète un futur complètement différent. Il le déclare pour prendre le monde à témoin et il s'y engage. Et il se donne les moyens de toute nature pour y conduire le groupe. Je voudrais humblement recuser le mot de manipulation. La séduction n'est pas de la manipulation. C'est juste une manière à droite d'entrer dans la maison de l'autre et de négocier avec cet autre pour qu'il vous accorde la faveur de venir avec vous dans votre vision. Ça n'a rien de dolosif, ça n'a rien de frauduleux, ça ne devrait rien avoir de contraire à la morale. Mais la manipulation, oui. Si je tiens une boutique où je vends des pâtisseries et qu'une dame de 35 ans vient avec un enfant de 5 ans et ils achètent des madeleines, et le temps peut-être de réchauffer les madeleines, je salue l'enfant de 5 ans, je lui demande son prénom. Il dit, je m'appelle Romaric, je retiens le nom. Et en partant là,
maman en train de partir, enfant en train de partir. Mais c'est on va au Romaric. Ou si la dame revient 2 jours après, ça au Romaric, comment il va au Romaric? Vous l'avez piégé. Par l'affect, par les sentiments. Quand vous tenez une boutique, c'est pour tout simplifier, quand quelqu'un vient, il est déjà venu. Préparer son prochain retour. Et ce n'est que par des choses n'ayant aucun lien avec l'affaire directe, mais hein, beaucoup de lien avec le cœur des gens. Je pense que je n'ai pas besoin d'être long pour être compris. Celui qui vient dans votre boutique, il est déjà venu. Très probablement, il va faire l'achat de ce jour-là si c'est pour une denrée. Dès que vous êtes sûr qu'il est ferré, c'est-à-dire qu'il a abordé à l'hameçon pour une première fois, oubliez cette première fois et préparez son retour, travaillez fortement à son retour sur des canaux émotifs. Parce que la recette d'aujourd'hui, qui ne travaille pas la recette de demain, est la préparation de la banqueroute. Le repas d'aujourd'hui, qui ne prépare pas le repas de demain, n'est qu'un ajournement de la faim dans le ventre. Et là, c'est quasiment une guerre, quoi. Il faut être complètement éveillé. Toute lampe à 1000 watts. Il faut lire. À quoi je touche? Quelle est ma sensibilité? Qu'est-ce que la personne porte comme fragilité? Pour moi, le mot fragilité est un synonyme de sensibilité. Et j'agis dessus gentiment. Si vous remarquez que c'est une personne, peu importe son sexe, il peut être le vôtre comme il peut être l'autre sexe, si vous remarquez par la manière dont il est habillé que c'est une personne qui fait grand cas de sa carcasse, faites-lui un compliment. Vous faites une remarque positive sur quelque chose qui se distingue. La personne ne saura même pas pourquoi elle est revenue. Elle a entendu un mot. Le prénom de son fils ou de sa fille, une banalité. On n'est jamais en terrain conquis. L'échec vous guette toujours. Et toute élévation en hauteur vous appelle à la chute. On veille. Mais c'est une veille de douceur. Ce n'est pas la guerre. Management féminin et management masculin. Moi, j'ai le sentiment que les femmes sont plus élaborées que les hommes. Élaboration de l'esprit. Nous avons l'avantage de la musculature et de la grosseur de la voix. Et les femmes sont plus élaborées. J'essaie toujours de faire un lien entre la structure physique des entités et leur probable structuration, je dirais, mentale ou émotive. Qu'est-ce que l'homme? L'homme envoie un petit élément invisible catalyseur et la femme façonne une autre entité de la même nature que l'être humain, mâle ou femelle. Si on pouvait mesurer l'ingénierie qui a servi à faire l'homme et mesurer l'ingénierie qui a servi à faire la femme, je suis convaincu que c'est une machine plus compliquée que l'homme. Et cette complication peut aussi se décliner au niveau de l'esprit. Et si cette complication n'est pas malveillante, c'est de la vertu, c'est bien, c'est de l'efficacité. Ces personnes-là sont les patronnes. Donc, moi, j'ai tendance à soupçonner que les hommes, vous me pardonnerez, de toute façon, nous sommes ensemble, on est plutôt brut, direct, voilà quoi. Parfois plus superficiel que la femme. La femme est une entité de l'intérieur des choses. L'homme est une entité de l'extérieur des choses. Dans la langue fon, on appelle la femme Nyonou Kwesi, l'épouse de la maison. Et l'homme on appelle Sonu Glegbenu, le boss du dehors. Donc c'est clair qu'elle est présentée comme un piège, donc inerte, tranquille,
Et l'homme est présenté comme un chasseur mobile, un prédateur. Et l'outil merveilleux et en même temps diabolique qu'elle détient pour apprivoiser les mâles, M accent, L-E, c'est la douceur, le service, la tendresse. Tous les hommes sont de petits bébés. Je demande pardon aux barbus ici présents. De toute façon, mes condamnations me condamnent aussi en votre compagnie. Alors, pour moi, il y a un dénominateur commun en matière de leadership ou de management. L'autre personne importe. L'autre personne importe. Quelqu'un a dit le chef, c'est quelqu'un qui a besoin des autres. Le chef, c'est quelqu'un qui a besoin des autres. Je vais vous raconter. J'arrive à la loterie, on me fait signer une note. Le secrétaire me fait signer une note. Et lui, j'ai signé. J'ai retenu le contenu. Elle m'apporte encore une deuxième fois une note. Elle me dit de signer. Et je vois que c'est le même contenu. Et je lui dis, non, madame, j'ai déjà signé ça. Elle me dit, non. Le premier, c'était la note de service. Ça, c'est la lettre circulaire. Moi, j'ai appris ça à plus de 60 ans. Non. La différence entre lettre circulaire et note de service, j'ai appris ça. Vous me regardez sévèrement, monsieur? Oui, mais moi, je n'ai jamais tenu une administration. J'ai enseigné au collège, j'ai fait l'entreprise agricole, et puis j'ai fait de l'agitation politique. Je n'ai jamais tenu une administration. Donc, je ne savais pas la différence qu'il y avait entre note de service et la lettre circulaire. Comme je n'ai lu que le contenu, j'ai cru que c'était des redondances, qu'elle faisait signer une même chose deux fois. Elle m'a dit non, ceci est cela, ceci est ceci. C'est pour dire quoi? Qu'à mon âge, j'ai eu besoin d'une personne qui en a 30 de moins que moi. Et qui au niveau du séjour à l'université ou à l'école, c'est peut-être un peu plus qu'elle. Je voulais dire beaucoup, quoi. Donc, pour dire la vérité, personne n'est bon seul. Quand un objet est sur le plafond du village, un enfant ne peut pas prendre. C'est une grande personne qui peut prendre. Mais si un petit objet tombe dans une gourde étranglée, il faut appeler un enfant qui a une petite main pour aller chercher. Donc la dépendance des humains, grands et petits et moyens, c'est un impératif de vie. Il faut s'y accommoder. Et il faut que cet enfant soit là pour sortir le petit objet qui est tombé dans la gourde étranglée. Vous imaginez, où est-ce que c'est que la gourde étranglée, hein? De mon point de vue, l'humilité doit être totale. Je vais le dire, chacun va l'examiner comme il entend. On salue ses collaborateurs debout. Quand ils viennent dans votre bureau, vous vous levez, vous les saluez. Si. Avant de parler de dossier et la famille, ça ne vous tue pas. Vous le dites, vous vivez. Même si vous avez les systèmes pour sonner et appeler les gens, levez-vous parfois aller ouvrir chez les autres pour demander un papier. Ça peut déjà être exercice physique, mais c'est très bien de le faire. Mais vous ne passerez pas le même temps devant tout le monde. Si vous allez dans le bureau de celui qui est toxique, là, vous n'allez pas rester longtemps. Vous allez rester debout et repartir. Si, c'est vrai, il faut vivre avec les autres. Alors, est-ce que les gens n'ont pas abusé de votre humilité ou de votre proximité, la proximité que vous leur accordez? C'est une tendance toute humaine. C'est une tendance humaine que, quand vous leur donnez le doigt, ils prennent le bras. Mais ça va vous permettre aussi de savoir, parmi eux là, pardon? Oui, c'est clair. Alors, moi, je pratique cette mise à disposition, je sors le mot humilité, je la pratique à fond. Et croyez-moi,
je n'ai subi aucun abus de ce fait-là. Si vous êtes dans une situation telle qu'on ne peut pas dire du mal de vous, à vous-même, vous êtes un cadavre en sursis. Je vais vous raconter, le temps passe, on peut écrire ses mémoires. Au gouvernement, on allait prendre une décision difficile, c'est-à-dire défalquer les jours de grève des salaires des enseignants. Et moi, j'étais dans ce gouvernement et je suis enseignant déserteur. Si, je voudrais votre attention. Alors, quand ils prenaient la décision et que les collègues parlaient des tests, je tremblais à l'idée qu'on nous dise qu'on va défalquer les jours de grève de mes anciens camarades que j'ai abandonnés sur le front. Maintenant, toi, dans ton rôle de porte-parole, tu dois aller dire à la télé avec conviction, en écarquillant les yeux, on va défalquer tcho-tcho et rien ne se passera. Tu vas le dire avec conviction, tu vas le dire étant toi, en faisant des gestes raides, clairs, pas des gestes ronds, hein. Ça, c'est pas ça, hein, c'est ça, quoi. En ouvrant bien les yeux. Donc, je me suis mis à trembler. Est-ce qu'ils vont me faire cette tâche? Vous savez que, excusez-moi, quand les ministres parlent entre eux, on n'attend qu'une seule chose. L'avis du chef de l'État devient la vérité. Quand lui, il a dit cette chose-là, même si c'est 2 mots-là, ça devient la vérité. Et le patron a dit qu'on va défalquer. J'ai dit, ah, là, je suis cuit. Donc, je dois le dire. Et j'ai décidé donc que je vais le dire. Vous êtes là? Alors, je rejoins mes collaborateurs. Ils ont le même niveau que moi, hein. Tous sont allés à l'école, hein. Pour dire que dans le dossier, le point de presse du lendemain, là, je vais devoir défendre la défalcation des jours de grève des salaires des enseignants. Je n'ai pas fait un seul point de presse sans être briefé par mes collaborateurs. Ils viennent s'asseoir devant moi. Ils sont 5 sur la longueur de la table. Moi, je suis seul sur d'autres longueurs qui montrent que je suis le plus gradé, le plus intelligent probablement. Vous ne trouvez pas ça ridicule? Il y a 0% de chance. Ils viennent à 9h, ils me cuisinent pendant 45 minutes, je vais m'arranger et je me présente à la presse. 9h, je ne les vois pas. 9h05, je ne les vois pas. 9h10, je ne les vois pas. J'attends encore un peu et j'entends sonner. Et le plus âgé d'entre eux entre dans mon bureau. Et je lui demande, pour l'authenticité, je vais dire, je lui ai parlé fond, et je vais traduire au fur et à mesure, le cas échéant. Et je lui demande, Mendelelo et les autres, il devait venir à 5, il est venu seul. Donc Mendelelo, il dit, ils ne viennent pas. Je dis, mais, bon, point de presse à l'eau. Et le point de presse, il dit, et des dia. Je dis, n'est bon. Et pourquoi donc? Il dit, que l'affaire de la défalcation des salaires des maîtres d'école ne sortira pas de votre bouche à vous. Et je lui dis, on fait quoi maintenant? Il dit, que pensez-vous que j'ai fait? Tout le monde parle fort ou quoi? C'est la seule fois que j'ai fumissé. Je suis parti. Comme j'étais régulier, on ne m'a soupçonné de rien. La seule chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention est peut-être une chose secondaire. C'est la liberté qu'ils ont pris de se réunir en dehors de moi, de prendre une décision dont notification m'a été faite par un seul. Ils ne sont pas venus parler avec moi. Ils ont pris autorité sur le soi-disant chef. Ils ont statué hors de moi. Ils m'ont imposé leur décision. Je dirais que c'est leur mérite.
Mais quel est le mérite résiduel? Par mon comportement passé, je leur ai montré qu'on peut bien prendre autorité sur moi quand je cours un risque. Je suis Thierry Dossa, manager de la structure Blue Square Salle. Okay. Alors, je reviens sur une question qu'une dame a posée tout à l'heure. Quelles sont les astuces pour déceler en fait ce qu'un potentiel client recherche par un produit? Et secondo, Monsieur Gaston a parlé tout à l'heure de l'énergie quantique. J'aimerais bien revenir sur ça en demandant, il y a quelques années, j'ai lu un livre de Spencer, The 1 Minute Cell Person, où dans ce livre, il était question de l'énergie quantique avant de s'adresser en fait à un potentiel client ou aller négocier avec un client. J'aimerais que Monsieur Gaston nous donne peut-être des exemples là-dessus ou des astuces pour avoir d'autres notions. Merci. D'accord. Comment on décèle un potentiel client? Je crois que les spécialistes parlent de suspects, de prospects, de clients. Et bon, voilà. Tout le monde peut. On parle de la base que tout le monde peut. Maintenant, si vous ouvrez une boucherie de porc à Niamey et que vous espérez avoir des clients, c'est pas bon. Faut pas pour autant ne pas réfléchir, quoi. Tout le monde peut. Des choses nous sont tombées entre les mains, on s'est dit, ben, je mérite ça comment? Tout le monde est dans le besoin de quelque chose, je dirais même de tout. Même si ce n'est pas un client permanent, quelqu'un peut faire un caprice, bon, pourquoi ne pas faire ça une fois? Et c'est à vous de le piéger pour qu'il recommence et peut-être qu'il devienne un jour un client. Nous parlons systématiquement de recrutement de clients. Et comme il s'agit d'une matière précise, on parle de recrutement de nouveaux parieurs. Parce que celui qui a goûté, comme ils disent en français, qui a bu boira. L'essentiel est de maintenir l'intensité de la qualité du produit ou de la fiabilité du produit à un niveau suffisamment élevé. Sinon, soupçonner tout le monde de pouvoir être client, de pouvoir souscrire à une police d'assurance, de pouvoir faire un transfert bancaire, de pouvoir interagir avec vous, de pouvoir acheter du fer à béton. Il faut être positif et ouvert. Et la question sur la physique quantique. En fait, pendant longtemps, les savants ont pensé que l'élément le plus petit dans l'univers, c'est l'atome. Mais depuis Einstein et Max Planck, on s'est rendu compte qu'on peut avoir des éléments plus petits que les atomes, mais qui ont des comportements complètement différents des objets auxquels nous sommes habitués, le ballon de tennis et tout le reste. Ils ont fait des expériences. Une expérience classique qui est assez connue, c'est l'expérience de la double fente. Sur une plaque de métal, comme cet écran-là, on a fait deux fentes. Une fente là, une fente là. Et on a projeté à partir d'un canon les éléments subatomiques contre la plaque. Et on a remarqué que certains éléments sont sortis par un trou, d'autres éléments sont sortis par deux trous à la fois, d'autres éléments se sont retrouvés là-bas sans passer par aucune des fentes. Vous êtes là? Maintenant, on a remarqué qu'un élément subatomique peut aller au même moment à 500 km à l'heure, à 1000 km à l'heure, à 2500 km à l'heure. Il peut être à deux endroits à la fois. On a remarqué que les éléments subatomiques ont des comportements, je parle de science, qui n'ont rien à voir avec le comportement des choses matérielles que nous connaissons. Je dis bien qu'il y en a qui sont sortis par deux fentes à la fois. Il y en a qui, comme nous, les autres là, sont sortis par une seule porte. Il y en a qui se sont retrouvés là-bas sans sortir de nulle part.
Et quand on a voulu mesurer leur vitesse de déplacement, on a remarqué que les éléments ont plusieurs vitesses au même moment. L'autre chose qu'on a remarqué, que c'est le plus important, quand il n'y a pas de caméra ou des yeux pour les regarder, les éléments ne se manifestent pas. Et on en a déduit, et c'est là qu'il y a le mariage entre la science et la spiritualité, une certaine spiritualité, que les choses sont parce que nous faisons attention à elles. Les choses sont parce que nous faisons attention à elles. Pour être raisonnable, disons tout simplement que notre pensée, quand elle est forte et constante, commande l'avènement des choses. Si elles sont positives, ce sera les bonnes choses. Si elles sont négatives, ce sera des choses mauvaises. C'est à croire que si une jeune fille en âge de se marier, parce que les cousines lui disent, les copines lui disent qu'il n'y a pas de mari, qu'il n'y a que des prédateurs, et que c'est clair dans son esprit, il peut en avoir 10 000, elle ne trouvera pas. La même personne va être projetée dans un milieu où il n'y a effectivement que des prédateurs, mais se dit, écoutez, moi j'aurai mon gars qui sera très doux, qui sera doux comme un agneau, elle va l'avoir. En fait, nous sommes autorisés à faire des décrets, à décider, surtout quand on a le temps, quand on est bien jeune. On est libre de dire, je ferai ceci de ma vie. Une fois que vous l'aurez décidé, que c'est farouchement clair dans votre tête, les circonstances de l'avènement de la chose vont se mettre en place, malgré vous ou en dépit de vous. Mais la pensée doit être constante. Beaucoup de personnes proclament leur foi et disent « je crois », mais dans le fond, ils ne croient pas. Beaucoup de personnes prient en religion, mais en doutant. Beaucoup de personnes disent « bon, à Dieu, donne-moi ceci, mais je te connais. » Si, c'est en arrière-plan. Ce n'est pas ce qu'ils disent, hein. Mais dans le fond, on ne croit pas. Je vais vous donner un exemple de foi qui ressemblerait à une foi absolue. Ce sont que des fruits de lecture, hein. Ce n'est pas des choses que... Il y a une gamine de 5 ans qui voyageait à bord d'un avion de ligne classique. Une gamine de 5 ans, mais il se trouve que son père était le pilote de l'avion. Et elle dormait. Et l'avion allait entrer dans une zone de turbulence. Et une hôtesse la réveille pour dire, petite, attachez votre ceinture. Elle lève la tête. Elle dit, il y a quoi? Nous allons entrer dans une zone de turbulence. La petite demande à l'hôtesse, est-ce que c'est bien mon papa, M. Durand, qui est aux commandes? L'hôtesse dit, oui, c'est bien M. Durand, ton père qui est aux commandes. Elle s'est rendormie. Je laisse cette histoire et je raconte une histoire parallèle à ça. Il y avait un évêque et des prêtres qui voyageaient dans un avion. Et puis subitement, le commandant dit, chers passagers, je suis obligé de vous le dire, à l'heure où je vous parle, plus aucun instrument ne répond. C'est le bon Dieu lui-même. C'est le bon Dieu qui est aux commandes. Et l'évêque dit, dans ce cas, nous sommes fichus. C'est juste pour faire un parallèle entre les deux foi. La foi du fonctionnaire de la foi, l'évêque, et la foi réelle, et l'amour total, et la confiance pure de la fille pour son père. C'est celle-là qui sauve. La fille-là ne peut pas tomber, selon les lois. Et tous les autres passagers, même les crapules, même l'évêque sera sauvé. Parce qu'il serait dans l'avion de la seule personne qui a la foi. C'est absolu, hein? Et tout est relatif. J'ai 3 questions, d'accord, 3 questions. Je vais commencer par la toute première, bien évidemment.
Et en me référant à l'exemple dont vous avez parlé par rapport à la défalcation, qu'il fallait annoncer aux enseignants qu'ils seront défalqués. Alors je me dis, et si vous aviez annoncé l'information au grand public et 30 minutes plus tard, le chef d'État était revenu sur la décision, je me dis, votre image, comment est-ce que vous faites pour la redorer, pour la préserver dans ce cas de figure? Parce que moi, dans ma position de DRH, je suis DRH Huawei, Bénin, Togo. Et donc, plusieurs fois, la direction ou le management, le board, prend des décisions. D'accord, je vais aux négociations avec le syndicat du personnel ou le délégué du personnel. Et après, 2 jours après, on te dit, Élisée, ben, écoute, rappelle tes gars et dis-leur que nous avons changé notre posture. Et quand je le fais, je me dis, mais après, comment je sauve mon image? Finalement, est-ce que les gars ne vont pas me prendre en adversion? Comment est-ce que je fais? Alors, ça, c'est la première question. Dans les cas précis, qu'est-ce que vous avez fait? Non, moi, enfin, je leur ai toujours dit, écoutez, le RH, le DRH, je ne suis là que pour faire l'équilibre. Hein? Non, enfin, m'assurer que l'employeur respecte ses obligations et l'employé aussi respecte ce que les textes ont prévu. Donc c'est ça que moi je leur dis. Bon, voilà, c'est ce qui est venu d'en haut et je leur sers ça. Maintenant, alors la question qui suit, finalement, est-ce que quand nous parlons de leadership, est-ce que le meilleur style de leadership n'est pas celui qui combine finalement tous les différents styles dont vous nous avez parlé? Est-ce que ce n'est pas finalement ça qui est synonyme de meilleur leadership? Donc, je pense que les 2 questions là. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Question. Monsieur Zossou, depuis quelques années, je consomme avec délectation vos discours, vos prises de parole officielles, parce que vos prises de parole sont pleines de sagesse, d'émotion et surtout de call to action. Vous semez donc pour une génération qui certainement vous fera voir les fruits très bientôt. Je suis Prince Viodé, je suis consultant en communication et marketing, go-to-market manager à MTN Bénin. Je fais partie de ceux qui pensent personnellement que the place to work should be the place, the best place. Et donc, on y passe tout notre temps ou une bonne partie de notre temps. Et donc, il est important de pouvoir ne pas vivre une psychose et réussir à pouvoir avancer sur le plan professionnel. Il y a quelques années, j'étais confronté ou contraint à pratiquer le leadership autoritaire parce que c'était dans une entreprise où le directeur général dirigeait par la crainte, non pas le respect, mais il était craint. Et donc, nous, ses collaborateurs directs, directeurs et autres managers, devrions exercer ce type de leadership. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne faisait que subir. Et donc, moi, personnellement, après un moment donné, j'ai dû déposer ma démission, 5 mois, je crois, 4 mois et demi, 5 mois après, j'ai dû déposer ma démission parce que cela ne reflétait pas ce que j'ai l'habitude de faire. Et avec mes équipes, je pratique plutôt le leadership participatif et visionnaire. Ce message me permet de pouvoir non seulement partager ma vision avec les équipes, mais de les amener à pouvoir être dans le processus de décision, ce qui naturellement permet d'atteindre les objectifs de mon département. Et donc vous, qu'est-ce que vous conseillerez aujourd'hui pour cette jeunesse qui se retrouve dans des entreprises où le leadership autoritaire, affirmatif est toujours de mise et donc ils ont peut-être du mal à pouvoir prendre cette décision que moi j'ai eu à prendre, démissionner, parce que les avantages sont là, le salaire et autres. Aujourd'hui, quelle autre stratégie pourrions-nous adopter lorsqu'on se retrouve dans un environnement de travail dubitatif et toxique? Merci. Merci. Alors, j'ai 2 questions liées au leadership. La première, c'est de savoir quelles sont les qualités intrinsèques qui vous semblent pertinentes pour rester un leader respecté dans le temps. Ma deuxième question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment d'avoir échoué sur le plan du leadership vis-à-vis de vos collaborateurs ou dans une situation donnée? Si oui, vous pouvez nous en parler. Merci. J'aurais été dribblé sur la question de la défalcation des jours de grève des salaires. Ce serait une fatalité, je l'aurais vécu. Et moi, j'aurais pris un coup
Et puis bon, la vie va probablement continuer. Tu vas porter un homme pour un temps, mais ça ne dure jamais pour toujours. Quand ce n'est pas une grosse catastrophe. Ils se sont mélangés les pédales, voilà ce qu'on dira à la fin, quoi. Je préférerais en cette matière qu'on se concentre sur l'initiative de mes collaborateurs du temps qui m'ont protégé, qui m'ont sauvé de ce que je considère comme ce qui aurait pu être un gros embarras personnel. En fait, quand je parlais tantôt de 5 niveaux de leadership, c'est de John Maxwell. C'est un formateur américain. Il ne s'agit pas d'adopter un niveau. On a des niveaux, hein, ce n'est pas type. Quand vous finissez le premier, passez au second, au deuxième, au troisième, et cherchez à aller au 5e. Et quand vous êtes au 3e, faites en sorte que ceux qui sont au 2e montent à votre niveau. C'est ça qui vous portera au 4e. Donc ce ne sont pas des choix définitifs, c'est un parcours que l'on peut avoir. On commence fatalement par un leadership positionnel. On vous a nommé, vous avez le pouvoir. Vous donnez maintenant le contenu humain à la chose. Le lieu du travail doit être un lieu agréable. Croyez-moi, moi parfois j'arrive au travail et avant d'aller dans mon bureau, je vais dans certains bureaux. Je vais voir des gens, je vais voir des collaborateurs parce qu'ils me sont agréables et que je joins l'utile à l'agréable. On parle d'un dossier, mais on rigole aussi un peu. Il faut que le lieu soit agréable, sinon le salaire sera toujours insuffisant. Il faut que le lieu soit agréable. Il faut avoir des amis au travail. Il faut avoir des amis au travail, à mon avis. Il ne faut pas faire que travailler. Un soir vers 20h, j'ai eu besoin de parler à l'un de mes collaborateurs. Je l'appelle, ça ne décroche pas. J'appelle un second, ça ne décroche pas. Un troisième, ça ne décroche pas. Quand ils ont fini par m'appeler, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, vous étiez où? Ils sont allés jouer au football ensemble. J'étais très fier d'eux. Ils savent qu'ils ont besoin de garder l'amitié hors de la maison, mais ils savent surtout qu'ils ne doivent pas se laisser tuer par le travail, par le stress du travail. Ils se donnent une bouffée d'air. Pour moi, le lieu de travail doit être agréable. Et quand je renaîtrai, quand je vais réincarner, je vais choisir un métier qui sera jouissif. C'est-à-dire le métier lui-même sera du plaisir, prendre directement du plaisir. Mais être guitariste et vivre de ça, et sortir les sons les plus purs des cordes. Et jouer, fermer les yeux micro et jouer. Si, il faut être heureux au travail. Si vous n'êtes pas heureux au travail, honnêtement, c'est un malheur. Il faut faire le choix moral, de façon basique, et avancer de tout cœur. Et aimer la vie telle que le sort vous l'a proposée. Et la dévorer à pleines dents. Et rendre grâce à qui l'a fait ou à qui l'en fait. En fait, il faut décider d'être heureux. Je crois que j'ai lu quelqu'un qui a dit, quand il se réveille le matin, il sait que la journée peut être agréable ou désagréable. Mais comme lui n'est pas bête, que lui choisit d'avoir une journée agréable. Si, c'est à nous-mêmes de décréter le bien. Personne ne le fera à notre place. Ma question est de savoir quelle, je vais dire, frontière peut-on faire entre tous ces mots qui se résument en la confiance en soi et être imbu de sa personne. Aziz Soumaïla, directeur commercial de FG Assurance. Merci. Vous ne dirigez pas avec votre cœur. Vous dirigez selon les normes du maître de l'intendance, en l'occurrence de l'État. Et il semble que pour me donner bonne conscience, je me dis, je le fais froidement. Parce qu'en fait, quand vous devez punir et que vous ne punissez pas, vous êtes fautif, très fautif.
celui qui s'attaque directement aux biens de l'entreprise, aux biens publics ou aux biens sociaux, directement, si vous ne punissez pas, à la limite, vous êtes passible de la même peine. Il s'agit de savoir si vous vous substituez à cette personne, si vous rejoignez cette personne-là dans la faute, ou si vous punissez la faute. On peut le faire aussi en toute conscience, parce que c'est votre mission de faire rien cet ordre-là. J'accepte presque malgré moi cet attribut de leader. Hein? Mais je me suis laissé promener dans la vie. Je n'ai jamais fait un métier plus de 10 ans, occupé une position plus de 10 ans. Je suis glouton de connaissances. Qu'est-ce que j'ai fait de plus marquant? J'ai à choisir entre deux choses à peine rivales, dont une est concrète et l'autre est immatérielle. Quand je parlais au nom du gouvernement, je parvenais, me semble-t-il assez bien, à garder un taux d'acceptation de l'auditoire, de la communauté entière. Et ça a duré quelques années. Mais ce n'est rien du tout, ça ne se chiffre pas. Mais mon accostage là, parce que j'ai 70 ans, là, je sais combien de contrats à durée indéterminée j'ai signés à la faveur de la croissance de l'entreprise. Et j'ai la certitude que quand ces carnets de retraite, je ne sais pas trop quoi, seront examinés par le futur retraité, moi je serai bien étendu en profondeur, en repos profond. Et pour moi c'est beau, c'est l'Eucharistie. Donc je considère que c'est mon passage moyen là. Qu'est-ce que j'ai pu faire, ou ce qui a pu se faire par celui qui fait toutes choses, mais en utilisant ma vieille carcasse, ça a été peut-être ce qui a le plus de sens. Donner de la lumière, donner de l'assurance, donner de la promesse de vie à des personnes jeunes. Leur dire vous êtes quelqu'un, vous serez quelqu'un. Leur donner assez d'assurance pour qu'ils s'encombrent de famille et continuent la perpétuation de l'espèce, la perpétuation de la race, la perpétuation des enfants d'ici. Contribuer à faire un pays pour que demain soit plus agréable. Je voudrais vous dire mon profond sentiment de gratitude pour la qualité de l'écoute, pour le nombre que vous êtes et pour les qualités des personnes que vous êtes. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Merci beaucoup. Les voix de l'influence. Et Steve est très convaincu de ça. Lui, qui est l'initiateur de ce rendez-vous, je voudrais l'inviter à prendre la parole pour nous dire ses sentiments. Je voudrais remercier M. Gaston Zossou, naturellement, pour l'amitié et l'honneur qu'il nous a fait de venir avec nous, de nous transmettre quelque chose de formidable. Et je suis convaincu que nous avons beaucoup appris. Même moi-même, je buvais du petit lait. Et je voudrais remercier aussi notre partenaire, Eden TV et Diaspora FM, qui nous accompagnent donc dans cette aventure. Vous avez désormais tout ce qu'il vous faut pour inspirer, pour guider et faire grandir ceux qui vous suivent. Je voudrais que vous sortiez d'ici avec la certitude que vous êtes prêts à impacter et laisser une trace positive partout où vous serez. Et cet événement qui aujourd'hui vaut son poids, vaudra son pesant d'or lorsqu'on vous demandera cette masterclass donnée par Gaston Zossou. Vous pourrez dire oui, j'y étais. Merci beaucoup.